Bien, bonsoir. On va commencer maintenant. Pierre-Yves Rougeron sera un petit peu en retard parce qu'il a eu un rendez-vous qui a été décalé, donc il m'a demandé de faire la présentation. De toute façon, la séance d'aujourd'hui, de ce soir, va être un tout petit peu particulière en ce sens que je vais faire une vraie présentation du travail qui va vous être présenté par l'auteur lui-même. Et à l'issue de la conférence de l'auteur et avant la séance de questions et de réponses, de débat avec la salle, Pierre-Yves Rougeron, qui entre-temps sera arrivé, j'ose l'espérer, reprendra la parole pour 5 minutes lui aussi pour remettre aussi cette question en perspective. Parce que si nous avons demandé ce soir à Fadi El Hadj de venir, c'est pour 2 raisons. Essentiellement, la première raison, c'est que son travail est passionnant en lui-même, et que c'est un bouquin qui prouve une fois de plus que Fadi est l'un des jeunes historiens les plus prometteurs de sa génération, sans blague, ne rougis pas. Je dis ça d'autant plus que tu as été un peu mon élève autrefois, donc... Il y a 15 ans. Voilà, ça me permet de faire un peu le coq, au passage. Ça, c'est la première raison. Donc, en soi, ce travail est important et intéressant. Mais également, il s'inscrit pleinement, et sans le savoir, Fadi, à l'origine, n'est pas, membre du cercle Aristote ou quoi que ce soit. C'est un jeune historien neutre, et voilà, bon. Ça s'inscrit parfaitement dans ce que nous disons et ce que nous analysons depuis un certain nombre d'années. Entre autres, je me permettrai de vous renvoyer, pour compléter ce que va dire Fadi, je me permettrai de vous renvoyer à l'article « Révolution » que Pierre-Yves Rougeron et moi-même avons co-signé dans le gros pavé « Pourquoi combattre » que nous avons publié il y a quelques mois, où nous mettons en perspective un petit peu cette idée, cette notion de révolution. Par-delà les discours pro ou anti-révolution. Révolution au sens large du mot, pas uniquement révolution française, mais l'idée de révolution, voilà, que nous mettons un petit peu en perspective. Parce qu'en fait, ce petit bouquin, il a une histoire qui, par-delà l'aspect anecdotique que je vais vous raconter en 5 secondes, est importante. C'est que, en fait, il y a déjà 1 an et demi de ça, facilement, ou 2 ans, facilement. Quand on a eu cette idée de faire le bouquin... Il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, oulala. Même presque 5. Ouais. C'était été 2014. Bon, stop. Stop. Tu deviens cruel. Tempus fugit. On avait une discussion tous les deux à bâton rompu sur cette France du XVIIIe siècle, ce deuxième moitié du XVIIIe siècle et tout ça. Et puis tu commences à m'expliquer des trucs sur la noblesse dans les années et même les décennies qui précèdent la Révolution, et je t'écoute longuement et je me dis, mais arrête-moi si je me trompe, c'est comme ça que ça s'est passé, je crois. Je me dis, mais en fait c'est dingue, tout ce que tu es en train de m'expliquer là, on parlait des maréchaux de France à l'origine. La guerre de 7 ans. Ouais. Et de la guerre de 7 ans, ouais. Et j'ai dit, mais en fait, c'est dingue, parce que tout ce que tu es en train de m'expliquer, là, c'est que, en fait, c'est la noblesse qui a saboté, littéralement. C'est pas simplement saborder, comme le titre de ton bouquin l'indique, mais elle a saboté le pouvoir royal. Littéralement. C'est eux qui ont été les saboteurs, c'est eux qui ont tout cassé. Et là, moi, j'ai remis ça en perspective par rapport à tout un tas de connaissances que j'avais, de réflexions que je m'étais faites au préalable par rapport à l'idée de révolution. C'est que les révolutions dans l'histoire, quand on regarde bien, les peuples les font, oui. Alors, peu importe la question de savoir si ensuite il y en a d'autres qui en tirent profit, c'est encore un autre débat. Mais ce sont les peuples qui les font, en tout cas ce sont au moins eux, de fait, qui en sont l'infanterie, si on permet cette métaphore militaire, mais ils les font rarement de gaieté de cœur, les peuples. Parce qu'une révolution, c'est une guerre. Une révolution, malgré tous les mythes révolutionnaires romantiques
qui se sont prolongées depuis le 19e siècle et jusqu'encore aujourd'hui chez certains petits bourgeois gauchistes, qui croient que ce sont des moments exaltants, splendides, etc. C'est pas vrai. Il peut y avoir des moments exaltants et splendides dans une révolution, mais ils sont rares, ils sont très fugaces. Les révolutions, c'est affreux, ce sont des guerres civiles. C'est le chaos, c'est la violence, c'est l'absence d'État, d'ordre, mais y compris avec tout ce que ça peut impliquer dans le quotidien des gens. C'est pas du tout des situations souhaitables, les révolutions. Et les peuples, en général, ne souhaitent pas faire des révolutions. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand les peuples se mettent à faire la révolution, c'est qu'ils ne peuvent plus faire autrement. C'est qu'ils sont contraints de le faire. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'ils sont contraints et qu'il y a une crise au sommet de l'appareil étatique et de la nation, et de l'appareil également économique, etc., ça forme un peu un tout. Il y a une crise telle où on voit soit des oligarchies, je préfère d'ailleurs le terme d'oligarchie à celui d'élite, parce que élite, pour moi, c'est un terme qui doit se mériter. Et bien rares sont les oligarchies qui le méritent, en l'occurrence. Surtout en ce moment, mais bon, ça c'est une autre histoire, comme disait Kipling. Soit qui sabordent le truc par bêtise, par cupidité, par avidité, par incapacité à voir plus loin que le bout de leur nez, etc., etc. Soit qui sont elles-mêmes en crise et qui se dévorent entre elles parce qu'ils sont pas d'accord sur la marche à suivre, etc. Il y avait quelqu'un qui s'y connaissait pas mal en révolution, qui s'appelait Lénine, qui avait dit un jour, mais vous savez, les révolutions, pour qu'une révolution se produise, la formule chimique, c'est, il faut pas simplement qu'il y ait, que en bas, on n'en puisse plus. Ça, c'est pas suffisant pour qu'il y ait une révolution. C'est suffisant pour qu'il y ait une jacquerie. En général, c'est réprimé dans le sang et puis voilà, c'est fini. Mais pour qu'il y ait une vraie révolution, il faut que deux phénomènes soient rassemblés. D'une part qu'en bas, on n'en puisse plus vivre comme avant, mais également, dans le même temps qu'en haut, on ne puisse plus gouverner comme avant. Pour X raisons. Et c'est quand il y a la convergence des deux que là, la situation devient explosive. Et ça, j'estime que d'un point de vue stratégique, c'est une réflexion qu'il faut en permanence garder à l'esprit. Bref. Donc, je m'étais dit, ben écoute, faut vraiment que t'en fasses un bouquin, qu'est-ce que t'en penses ? Un bouquin où tu parlerais de la façon dont la noblesse, la haute noblesse, hein, alors pas le petit nobliau de province qui souvent vit pas beaucoup mieux que ses paysans, et puis qui est vraiment pas un responsable de ce genre de choses, ou très peu. Mais la haute noblesse à la cour, hein, qu'elle soit de noble ou de robe ou d'épée d'ailleurs, hein, peu importe à ce niveau-là, je pense. Hein, ils ont vraiment tout fait, quoi. C'est eux qui sont les responsables de la révolution. C'est pour ça aussi que ce qui est intéressant dans ton bouquin, c'est qu'il est utile pour nous parce que il faudrait enfin qu'on dépasse ce débat ou cette querelle pour ou contre la Révolution française. Pour moi, cette querelle, elle n'a plus lieu d'être. Si toutefois, elle n'a jamais eu lieu d'être, d'ailleurs. Mais enfin, ça, c'est encore un autre problème. Faut arrêter. Un ami royaliste, une fois, avec lequel je discutais, en m'engueulant et en polémiquant un peu, parce que lui, comme moi, on aimait ça, il disait, mais écoute, bien franchement, la Révolution a fait des bêtises, oui. Elle a commis des crimes, oui. Elle a commis des saloperies, oui, incontestablement. Mais pourquoi les a-t-elle commis ? Pourquoi est-ce que la France en a été réduite à être contrainte à faire ça ? Parce qu'ensuite, une fois que le processus est déclenché, une fois que l'explosion a enclenché une situation révolutionnaire, ensuite, les dirigeants révolutionnaires, à la limite, il faut pas se contenter de les blâmer en les jugeant, en les condamnant, vous avez commis tel crime, etc., etc. Parce que la situation est tellement chaotique que bien souvent, ils peuvent pas faire autrement, quoi. Ils essayent de manœuvrer les choses comme ils peuvent. Donc, il serait temps de refermer la parenthèse et de se dire, oui, la Révolution a fait... il y a beaucoup de choses négatives dans la Révolution, il y a aussi des choses positives. Même chose de l'autre côté.
essayons de comprendre pourquoi ça s'est déroulé, pourquoi il y a eu cette explosion, pourquoi il y a eu ce drame, parce que c'est un drame, y compris au sens grec du terme, au sens antique, et avançons. Et tirons-en la leçon pour comprendre ce qui se passe dans toutes les autres révolutions. Parce que, peu ou prou, moi je suis pas un spécialiste de la France du XVIIIe siècle comme toi tu l'es, j'ai plus travaillé sur la Russie, mais tout ce que tu dis, à peu de choses près, c'est applicable à peu près au millimètre à la situation dans la Russie d'avant 1917. Hein. On pourrait trouver ça aussi pour plein d'autres pays, en cherchant bien, hein, pour plein d'autres pays. Le peuple russe en 1917, même avant 1917, en 1905, lors de la première tentative de révolution russe, celle qui échoue, les premières manifestations, le peuple russe, il fait des manifs dans les rues de Pétrograd avec des icônes et des portraits du tsar. Pas avec des drapeaux rouges et des portraits de Karl Marx. Hein. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce peuple qui brandisse des icônes de la Vierge et des portraits du tsar, 12 ans après, parce que les pires massacres qui ont été commis en 1917, c'est pas par les bolcheviks, c'est par la paysannerie russe elle-même. Dans la période avant la prise du pouvoir des bolcheviks, puisque je vous rappelle qu'en 1917, il y a deux révolutions, il y a celle de février, qui met à bas la monarchie, qui crée une république, on va dire, centriste. Hein. Et puis il y a la révolution d'octobre, celle des bolcheviks, 10 mois plus tard. Bon. Mais entre-temps, il y a une terreur paysanne dans les campagnes, où 8 siècles de haine et d'oppression explosent d'un seul coup. Et c'est atroce. Même quelqu'un comme Lénine le dit, il dit qu'il va falloir arrêter les paysans, ils deviennent fous. Nous aussi, on est contre les nobles, mais enfin pas à ce point-là. Il y a des massacres de familles nobles quand les paysans prennent les châteaux dans cette période qui relèvent de films d'horreur. Donc il faut, avant de condamner, parce que oui, bien sûr que c'est condamnable, personne d'humainement normal ne peut, comment dire, approuver le fait qu'une famille de nobles dans son château se fasse découper en lanières. Parce que c'est quasiment ce qui s'est passé. Personne ne peut approuver ça. Mais essayons de comprendre pourquoi ça s'est passé. Vous voyez, c'est ça la vraie question. À mon sens, en tout cas, hein, bien sûr, ça peut être, comme tout d'ailleurs, tout peut être soumis à débat. Bon, voilà. Donc c'était pour. Et puis oui, alors et puis j'avais, pour terminer sur l'anecdote, j'avais gagné la petite joute avec ce copain royaliste parce que j'avais dit mais oui, mais tu sais, t'es là à vanter la noblesse de France et à pleurer sur notre bon roi Louis XVI, martyr, etc., etc. Mais je disais, la noblesse que tu aimes tant, c'est elle qui lui a savonné la planche à Louis XVI. Et depuis, qui pleure des larmes de crocodile à notre pauvre roi, notre bon roi, etc. Mais c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui ont tout fait pour saboter le truc. Donc c'est un petit peu fort de café de voir les mêmes ensuite verser des larmes. Voilà. Donc j'ai fait cette un petit peu longue mise en bouche, hein, si j'ose dire, parce que vraiment on s'était dit, on est tombé d'accord avec Pierre-Yves pour faire ces longues mises en perspective, parce qu'elles nous permettent de mieux développer des points absolument centraux dans les questions politiques et idéologiques qui sont ô combien prégnantes aujourd'hui. Voilà. Cela étant dit, mon cher Fadi, tu as la parole pour présenter ton sujet. Bonsoir à toutes et à tous, je vous remercie d'être venus et j'ai le grand plaisir d'avoir été présenté par Laurent qui me connaît depuis toutes ces années. Alors, Laurent a très bien résumé l'histoire de cet ouvrage.
Alors, le cas de la noblesse m'a beaucoup interpellé, notamment depuis mes premiers travaux de recherche en histoire sur les maréchaux de France à l'époque moderne. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin puisque j'ai voulu réfléchir sur cette bascule qu'a constitué le XVIIIe siècle. Alors, il faut savoir que, en fait, il y a ce qu'on peut appeler des cycles. Alors, je me suis beaucoup inspiré de Polybe, des histoires de Polybe, avec le livre 6 qui évoque l'anacyclose. Car l'anacyclose expose une théorie des systèmes politiques qui est assez intéressante. Alors, Polybe parle de la monarchie, qui, quand elle se dégrade, devient finalement une aristocratie, qui, elle-même, quand elle se dégrade, devient une oligarchie, avant de devenir une démocratie, qui devient ensuite une ochlocratie. Alors, l'ochlocratie, c'est un terme rare, c'est la foule manipulée et excitée par des passions et des rumeurs, et donc qui soutient des factions en lutte pour le gouvernement. Et l'ochlocratie suscite un épuisement mental et moral, qui aboutit à l'appel à un homme providentiel destiné à remettre de l'ordre dans la politique, et cela favorise un retour à la monarchie. Donc, c'est un cercle. Alors, la noblesse obéit à des cycles, sinon. J'ai distingué dans l'histoire de France, pour ma part, 3 cycles particuliers. Le premier, il y avait une extinction au moment du XIVe siècle, avec la guerre de Cent Ans, puisque on évoque souvent la fine fleur de la chevalerie qui, justement, se fait décimer lors de batailles inconséquentes, comme Crécy ou Azincourt. Alors, forcément, il faut un peu renouveler donc la noblesse en créant d'autres nobles, y compris en reconnaissant des situations, on va dire, un petit peu ambiguës avec cette fameuse noblesse tacite. La noblesse tacite, c'est quand une personne se vit noblement sur une terre et donc commence à revendiquer une noblesse. Et comme on voit, bon, sans preuve écrite ou autre, que donc cette personne vit noblement, bon, on la considère comme noble. Et puis de toute façon, il fallait remplir un petit peu les cadres de l'ordre. Alors, nouvelle purge au XVIe siècle avec non seulement les guerres d'Italie, où pendant 55 ans, même 65 ans, pardon, la noblesse s'est épuisée dans ces guerres de prestige, mais qui finalement ont abouti à un quasi-statu quo qui a suscité la colère, puisque finalement, toutes les troupes devaient rentrer d'Italie. Et après, les guerres de religion ont encore décimé les cadres de la noblesse. Donc, il a fallu refaire des nobles, donc développer les anoblissements. Et au XVIIIe siècle, une nouvelle crise sociale, avec, comme au moment des guerres de religion, un espèce de plafond de verre qui s'est créé, y compris au sein de la noblesse, ou, plus souvent, avec les aspirants nobles. Donc, ça, c'est la situation globale sur la longue durée. Mais, donc là, on va se concentrer sur le XVIIIe siècle, puisqu'on passe d'une période qu'on appelle souvent absolutisme, mais l'absolutisme, c'est un terme, on va dire, un petit peu fort, et qui a souvent été galvaudé, puisque même le règne de Louis XIV n'a jamais été absolu. Je donne un exemple tout simple. Le procès de Fouquet. Fouquet a été condamné par la justice au bannissement. Alors Louis XIV a commué ce bannissement en détention à perpétuité, mais Louis XIV aurait bien aimé la peine de mort. Donc c'est-à-dire que Louis XIV n'a pas eu cette influence sur la justice qui aurait pu être attendue d'un monarque totalement absolu ou autocrate. Donc il ne faut pas, disons, employer les termes dans un sens extrême, puisque le terme absolutisme a été entièrement galvaudé. Alors pour revenir justement à la noblesse au XVIIIe siècle, je vais inaugurer mon propos, comme mon ouvrage, avec l'année 1711. L'année 1711 est un tournant à la fois pour la famille royale et l'occasion pour certains hauts nobles d'entrer dans la brèche. En effet, le grand dauphin, fils de Louis XIV, le fils unique, meurt de la variole. Et là, l'héritier du trône, c'est le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, donc petit-fils aîné de Louis XIV, et qui justement n'avait pas les mêmes principes que son grand-père.
Je vais donner un exemple. Quand le duc de Bourgogne avait eu sa formation militaire, le bilan est assez mitigé. Pire encore, en 1708, il a une grave mésentente en Flandre avec le duc de Vendôme, ce qui entraîne une rupture, la disgrâce de Vendôme, certes, mais le duc de Bourgogne relativise beaucoup de choses. Il me semble, dans Saint-Simon, on lit, concernant la perte de l'île en 1708, des propos qu'aurait tenus le duc de Bourgogne, disant en gros que ce n'est pas bien grave si on perd l'île, puisque de toute façon, l'île n'a pas été tout le temps française. Et donc, là, ça résume quand même pas mal l'état d'esprit du groupe qui se constitue autour du duc de Bourgogne et qui prépare déjà l'après Louis XIV. Parce que là, donc, en 1711, on a affaire à une revanche aristocratique. Alors, quand je dis aristocratique, il faut déjà faire distinction entre noblesse et aristocratie. La noblesse, c'est l'ordre social. Donc, que ce soit les petits nobles pauvres de province, que ce soit la grande noblesse, les ducs pairs, donc les grands dignitaires, ou même la noblesse d'Europe. Ça, c'est l'ordre de la noblesse. En revanche, l'aristocratie, je reprends le terme grec, aristoikratos, le gouvernement par les meilleurs. Reste à savoir, qu'est-ce que les meilleurs? Que sont les meilleurs? Alors, les meilleurs, normalement, ce sont ceux qui sont les plus compétents, les plus méritants. Mais autour du duc de Bourgogne, s'affairent notamment le duc de Beauvilliers, le duc de Saint-Simon et Fénelon, l'archevêque de Cambrai. Donc là, on a l'idée d'une aristocratie des meilleurs, mais alors les meilleurs en tant que duc-père. Saint-Simon se considérait parmi les meilleurs pour une raison toute simple. Déjà, il prétendait descendre de Charlemagne. Bon, c'est très contesté, mais il a fait une généalogie et donc il s'était persuadé qu'il descendait de Charlemagne. Ce qui le rendait même encore plus ancien finalement que Louis XIV, justement, s'il voulait chipoter. Alors, donc Saint-Simon a cette conception. Ensuite, il est duc-père par héritage, puisque son père a été fait duc par Louis XIII, puisqu'il a été un des favoris de Louis XIII. Donc, il avait beaucoup de revendications, et même il revendiquait une haute place. Et Saint-Simon, en plus, était frustré, parce qu'il trouvait que beaucoup de nobles, moins méritants que lui par le sang, c'est-à-dire que moins anciens par le sang, donc avec un pédigré inférieur, avançaient plus que lui. D'ailleurs, Saint-Simon avait claqué la porte de l'armée dès l'âge de 27 ans en 1702, puisqu'il n'avait pas été fait brigadier selon l'ordre du tableau. Il dit beaucoup de mal de l'ordre du tableau. En fait, c'est un ordre d'ancienneté, passer tel nombre d'années pour passer d'un grade à un autre. Et Saint-Simon, justement, pour une fois dans ses mémoires, revendique l'ordre du tableau pour justement justifier l'accession au grade de brigadier, puisqu'il se disait qu'il était déjà colonel, donc le nombre d'années justifiait cela, et en plus, il était le gendre d'un maréchal de France, par ailleurs, neveu de Turenne. Donc, il se dit, il a tout. Eh bien, en fait, non. Et il a claqué la porte de l'armée comme ça, au grand dame de Louis XIV, qui lui a fait la tête pendant un certain temps. Mais alors, Saint-Simon, qui est proche du duc de Bourgogne, s'affaire avec Beauvilliers et avec Fénelon à réfléchir au projet de gouvernement. Et alors, on a beaucoup retenu, c'est vrai, le projet de gouvernement pour le duc de Bourgogne par Saint-Simon, qui en fait accorde une place importante aux gens comme lui, mais on s'est beaucoup plus attardé sur les tables de Chaulnes, donc justement, ce qui sont le programme politique de Fénelon. Et alors, c'est justement l'anti-Louis XIV par excellence. Déjà, faire la paix à tout prix, quitte à rendre toutes les conquêtes quasiment depuis 1640. Donc, 70 ans de conquêtes à rendre. Que ce soit Lille, Cambrai même, Arras, Strasbourg, revenir à l'idéal de l'ancienne France, la vieille France de 1484, celle des États généraux sous Charles VIII, où justement Charles VIII était perçu comme un roi qui écoutait ses États généraux, donc un roi idéal. Alors, il y a même des conceptions finalement où, en vérité, la haute noblesse a une place majeure. D'ailleurs, c'est un vieux serpent de mer, la haute noblesse ayant une place majeure. Parce que, comment vous dire, les révoltes nobiliaires qui ont eu lieu entre le XVe siècle et le XVIIe siècle étaient souvent mues par la volonté de grands de participer aux affaires du royaume. C'est leur volonté.
il se considère comme conseiller naturel du roi. Louis XIV, bien sûr, n'a pas suivi cette perspective. Et donc, il avait même sollicité des bourgeois dans son conseil. Donc, c'est vraiment... la haute noblesse considère que tout ça est galvaudé. Alors, il y a ce programme qui se prépare, mais ce programme est mort-né pour une raison toute simple. Le duc de Bourgogne meurt de la rougeole en 1712. Donc, rien ne se fait. Mais il y a une séance de rattrapage, pas totale, mais qui leur paraît intéressante avec la Régence en 1715. Avec justement un système véritablement aristocratique, celui de la polysynodie. C'est mon ami Alexandre Dupilet qui a fait une thèse sur la polysynodie, mais donc, pour vous résumer, il y a le conseil de régence et il y a d'autres conseils pour chaque ministère, on va dire. C'est-à-dire que les départements, donc dirigés par des secrétaires d'État, sont en fait des conseils. Et alors là, on prend beaucoup de membres de la haute noblesse, mais on voit ils sont considérés à l'époque comme les meilleurs dans leur domaine. Je m'explique. On a le conseil de la guerre. La présidence est confiée au maréchal de Villars, puisqu'il est à ce moment-là même considéré comme le grand héros, puisqu'il a mené les dernières batailles victorieuses du règne de Louis XIV, notamment de Nain, et puis des sièges comme Fribourg en 1713, et en plus, il a été le plénipotentiaire pour la paix conclue à Rastatt. Donc, Villars pour la guerre, cela va de soi. Pour la marine, le maréchal d'Estrées, qui était marin et qui a justement été une partie prenante dans la victoire de Malaga en 1704, donc il est compétent dans son domaine. Pour les finances, le duc de Noailles aussi, et puis aussi il fallait faire une concession à quelqu'un qui était en plus le mari d'une nièce de Madame de Maintenon. Donc comme ça, on maintient un lien, mais donc on a même aux affaires étrangères le maréchal Dussel, qui était un diplomate accompli. C'est lui, en fait, qui a mené les négociations de paix, les préparatifs pour la fin de la guerre de succession d'Espagne. Donc, on choisit vraiment, c'est un gouvernement par les meilleurs. Alors, le problème, c'est qu'il y a rapidement des mésententes. On veut réformer l'armée, donc renvoyer beaucoup de soldats ou d'officiers. Villars ne veut pas. Donc, on trouve un moyen pour que Villars parte dans son gouvernement de Provence faire une visite pour faire les réformes. Après, finalement, la polysynodie, ça ne tient pas, donc on revient au système d'avant. Mais voilà une expérience aristocratique. Toutefois, on voit une évolution, on pourrait presque dire que le ver est dans le fruit. Car, quand Louis XV devient majeur, donc il devient majeur, le régent tire sa révérence. Le cardinal Dubois devient Premier ministre. Dubois meurt. Philippe d'Orléans, donc l'ancien régent, devient Premier ministre. Et il est atteint d'apoplexie. Il a subi une apoplexie, il meurt. Alors, je vais revenir après sur la question du régent, puisque quand je vais évoquer la question de l'image dégradée de la noblesse. Car, justement, il y a eu beaucoup de mythes autour de lui et qui ont donné de l'eau au moulin. Mais alors, à la mort de Philippe d'Orléans, le duc de Bourbon, donc qui est descendant de Condé, du grand Condé, va tout de suite voir le petit Louis XV en pleurs et effondré suite à la mort de son oncle. Enfin, il appelait mon oncle, puisque en fait, il n'est pas son oncle directement, mais donc il appelait mon oncle, et il l'adorait. Et donc Bourbon vient voir Louis XV en lui demandant le poste de Premier ministre. Donc Louis XV, le petit Louis XV qui a 13 ans en larmes, accepte. De toute façon, là, il est en position de faiblesse, donc il accepte. Et là, nous avons droit à un gouvernement de type oligarchique. Pourquoi ? Parce que le duc de Bourbon choisit de s'entourer de proches. Il favorise même les gens qui sont proches de lui. On le voit notamment dès le 2 février 1724, quand il fait une large promotion de chevalier du Saint-Esprit, pour gagner, on va dire, certaines sympathies, mais aussi la promotion de maréchaux de France, et parmi eux, plusieurs de ses proches, dont le duc de la Feuillade, qui était réputé être le grand perdant du siège de Turin de 1706. Donc, on considérait que le duc de la Feuillade n'avait aucun mérite dans ce domaine. Il n'avait aucun mérite pour avoir le bâton de maréchal parce que il était vraiment considéré comme le symbole d'une des défaites les plus honteuses
du règne de Louis XIV. Donc, il y a un sentiment de régime oligarchique à ce moment-là. Tout cela est rompu quand il est renvoyé et que Fleury prend la main. Donc, en 1726, quand même, on a une parenthèse et Fleury, on va dire, calme un peu le jeu. Et en revanche, on a déjà à ce moment-là, donc en 1726, pas mal d'éléments qui ont été problématiques par rapport à la noblesse. Alors, c'est à ce moment-là, au début du règne de Louis XV, qu'on commence à considérer la noblesse comme décadente. Alors, du temps de Fénelon, on accusait Louis XIV de despotisme. Là, on a eu donc des phases donc aristocratiques, puis oligarchiques, mais disons qu'au niveau du regard de l'ordre, on a l'impression que la noblesse est perçue comme en déclin. Je m'explique. Alors, il y a un facteur qui est essentiel, à savoir la longue période de paix. En effet, la noblesse a une vocation militaire essentiellement. Certes, la noblesse, elle est diverse. On a une noblesse d'épée, on a une noblesse de robe, mais dans l'imaginaire, la noblesse d'épée a une place beaucoup plus importante, et notamment la noblesse de cour a une vocation militaire. Alors, il y a une longue période de paix, à part une courte guerre contre l'Espagne. Disons qu'entre 1714 et 1733, la France ne mène pas de guerre majeure. Donc, la plupart des nobles sont considérés comme oisifs. Il y a quelques camps militaires de manœuvre en temps de paix, mais c'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que l'entraînement avec une permanence de la guerre. La permanence de la guerre, elle a été constante jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Donc on avait des nobles qui se formaient à l'école de généraux, donc le flambeau était transmis, et eux-mêmes après prenaient le flambeau, allaient le transmettre. Mais là, avec 20 ans de paix, le fil est cassé. Donc on a une rupture. C'est pour ça qu'on voit une noblesse qui est assez, on va dire, qui est marquée par une forte inappétence au moment de la guerre de succession de Pologne en 1733-1734. Il y a des négligences militaires. Aussi, on a le cas de nobles qui ramènent leur vaisselle, on va dire leur train, certains biens matériels. Donc, ils voient ça un peu comme une promenade militaire, ce qui est d'autant plus favorisé par les méthodes de guerre du moment, donc dû à la mesure diplomatique de Fleury, à savoir faire des sièges pour faire pression, des guerres de siège pour faire pression, mais sinon des manœuvres où il peut y avoir des batailles, mais ça doit rester contrôlé, c'est-à-dire que ce n'est pas les grandes optiques de guerre qui vont au plus loin possible au cœur du Saint-Empire. Cette époque à ce moment-là est passée. Donc, il est réglé, mesuré, avec une noblesse qui finalement est assez, on va dire, en grande partie molle. Alors, certains veulent justement en découdre, puisqu'ils ont une revanche à prendre, comme par exemple le comte de Belle-Île, qui est le petit-fils de Fouquet et qu'on va voir plus tard par la suite. Mais alors, au moment où une trêve se crée, une trêve s'établit, eh bien, avant même que la paix soit signée, on réforme les troupes. Donc, on licencie des officiers. Donc, ces nobles sont privés d'entraînement lors des manœuvres. Donc, quand la guerre de succession d'Autriche, finalement, voit l'implication de la France, et que la situation devient plus difficile, donc après la prise de Prague avec un petit contingent, on voit les difficultés en Bohême, on a besoin de plus de troupes, et là, il faut rappeler ceux qui ont été réformés, donc 6 à 7 ans auparavant, et il faut qu'ils s'entraînent à une vitesse grand V. Donc forcément, on a même une performance militaire qui est moindre. Donc l'image déjà, on la voit un petit peu problématique. De plus, on voit que justement cette noblesse, durant ces années de paix, a aussi joui de certaines
disons, de leur oisiveté, de certains biens matériels. Même il y a eu des nobles qui se sont enrichis pendant le système de l'as, donc le fameux système avec les billets de banque. Donc on a l'image, par conséquent, d'une noblesse qui s'enrichit finalement à bon marché, sans mériter, puisque avant on pardonnait, par exemple, au maréchal de Villars de faire des contributions en Allemagne et dire je les divise en 3, je paye mes soldats, j'envoie une deuxième partie au roi, la troisième pour engraisser mon château de Vaux-le-Vicomte, engraisser mon veau. Donc là, on disait, comme disait Louis XIV, oui mais il fait bien mes affaires et celles de l'État. Donc voilà, c'est que tant que c'est aussi pour le bien de l'État, ça va. Tant qu'il a du succès, ça va. Mais que lorsqu'il y a des situations critiques, là, ça ne va plus. C'est là que viennent les critiques. C'est là qu'on voit qu'on dénonce un petit peu certains vices et qu'on évoque justement ces problèmes. C'est qu'il y a cette idée de décadence qui arrive. Et cette idée est même dénoncée par voie écrite. Alors, il y a 2 philosophes justement marquants à ce niveau, c'est Montesquieu et Vauvenargues. Alors, Montesquieu, qui, pour ma part, est peut-être, c'est vraiment subjectif, c'est personnel, le plus grand penseur politique du XVIIIe siècle. En 1734, il fait paraître ses considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Et alors, quand on lit ce livre, on a l'impression que c'est d'abord, première lecture, une présentation de l'évolution de Rome, des Romains, et donc de ce qui a fait leur grandeur, ce qui a fait leur décadence. Mais quand on commence à voir les questions de succès militaire d'abord, puis ensuite, on veut jouir de ses biens, il y a une question de richesse, il y a une oisiveté, et là, il y a un déclin qui commence, et même, il évoque la question de l'extension même de cette, justement, de cette citoyenneté romaine qui faisait la grandeur de Rome, donc, finalement, où presque l'impression qu'on galvaude un petit peu ce statut. Alors, en deuxième lecture, on peut y voir la noblesse. Pourquoi ? Puisque finalement, une noblesse qui d'abord sert le roi, c'est cette fameuse tradition justement du noble combattant. Donc certains même qui se revendiquaient descendants des Francs avec cette fameuse dichotomie de Boulainvilliers entre les Francs qui font la conquête des Gallo-Romains. Donc, cette idée que la noblesse, c'est les Francs, et donc tout ce qui est tiers-état, c'est les Gallo-Romains. C'est pour ça que même Napoléon à Sainte-Hélène disait la Révolution, c'est le soulèvement des Gaulois contre les Francs. Mais parce qu'il y avait cette mythologie du mythe des Francs nobles qui soumettent les Gallo-Romains. Et alors, on a ici cette noblesse qui paraît du coup oisive, profitant de ses richesses, et donc aussi avec des anoblissements qui sont donnés parfois, on va dire, un petit peu à la légère, disent certains. Et donc, c'est les germes justement d'une décadence quand on n'a pas une élite qui est bien circonscrite et qui peut être ouverte, mais pas trop. C'est-à-dire que l'ouverture est nécessaire, parce que sinon il y a blocage social, crise, et c'est là que ça éclate, comme c'est arrivé notamment au XVIe siècle. Donc là, Montesquieu, en filigrane, on voit la situation de la France quand il écrit. Alors, on peut mettre en parallèle les constats de Vauvenargues. Vauvenargues qui a été un véritable météore philosophique puisqu'il est mort à l'âge de 32 ans. Et Vauvenargues d'abord a commencé comme militaire et il a fait le début de la guerre de succession d'Autriche. Et là, il constate que il y en a beaucoup qui demandent même leur rappel, puisqu'ils voient que la guerre s'enlise, donc ils demandent à rentrer chez eux. Donc il n'y a plus cette vocation du service de l'État, on lorgne de plus en plus vers l'intérêt personnel. Et là, il y a une bascule au XVIIIe siècle. C'est que on a forcément, même dans le service de l'État, on a un intérêt personnel. On cherche à tirer un profit personnel, certes, mais il y a un service de l'État. En revanche, quand l'intérêt personnel prend une part plus importante, c'est là que s'opère une bascule. Donc Vauvenargues observe ça, il voit que non plus qu'il n'avance pas, et pire encore, c'est qu'il a les pieds gelés lors de la retraite de Bohême, il est donc finalement presque handicapé, il demande à servir dans la diplomatie, il est ignoré, donc il se retire,
Et il fait donc les constats amers autour de la situation de la noblesse et surtout de cette petite noblesse parce qu'il appartient à une petite noblesse provinciale qui est une sorte de zone grise. C'est-à-dire qu'elle est tellement, par moments, obscure qu'on ne sait qu'elle se situe dans un entre-deux entre noblesse et tiers-état. Donc, c'est un élément majeur dans le processus qui va suivre au XVIIIe siècle. Alors, donc la noblesse est jugée décadente parce que, notamment, elle ne paraît pas remplir son rôle, puisque militairement, on voit qu'il y a des défections, on voit qu'il y a une croissance de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt de l'État, mais en plus, on voit le sentiment, l'impression d'un vice grandissant. Je m'explique. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, il y a aussi des faits réels qui sont connus et qui sont beaucoup moins tolérés à l'époque. Alors, on a des princes, ou même des membres de la haute noblesse, qui ont commis des délits graves, qui finalement sont étouffés. Alors, on a des cas de duel. Par exemple, le duc de Fitzjames, fils du maréchal de Berwick, qui tue en duel Coigny, fils du maréchal duc de Coigny, en 1748. Donc, déjà, on a des questions de duel. Aussi, on a des scandales sexuels, avec des cas notamment de viol commis par des membres de la haute noblesse sur des personnes, sur des femmes, justement, de conditions plus modestes. Mais donc, maintenant, les affaires sont plus connues. Les gazettes diffusent. Donc, il n'y a pas cet étouffement d'affaires. Et puis, il y a une plus grande sensibilité à ça, si bien que la Révolution venue, on va rappeler ces scandales, justement, qui n'ont pas été oubliés. Donc, la noblesse ne montre plus cet exemple de vertu. Cette vertu morale, cette vertu au service de l'État. Alors, la vertu morale, c'est vrai qu'elle a toujours été à géométrie variable. Mais, disons que quand la noblesse remplit son rôle, parfois on fermait les yeux. On prend le cas de Maurice de Saxe, qui justement était connu pour son comportement un peu débauché. Même pas qu'un peu, mais comme il remportait des succès, on fermait les yeux. On savait qu'il avait même son cortège de prostituées, même parfois en campagne, voilà, mais il remportait ses succès, donc, il faisait des affaires de l'État, donc tout va bien. Mais donc, on a aussi des rumeurs qui ont beaucoup marqué et altéré l'image de la noblesse. C'est-à-dire que ces cas-là ont après fait aussi des amalgames, donc fait développer certaines images de débauche et de décadence. Alors, plus dans la noblesse parisienne et de cour que la noblesse provinciale qui, justement, très souvent, même était retirée. C'est-à-dire que beaucoup de nobles de province, ils n'avaient plus l'argent pour financer leur équipement militaire, et puis aussi, ils n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs terres, à leur domaine, et d'aller à la cour pour louer un appartement à prix d'or pour être près du roi. Et tout le monde sait que, loin des yeux, loin du cœur, eh bien, si on est loin du roi, on est oublié, donc il n'y aura pas de promotion. On ne peut pas espérer une élévation. Alors, pour revenir aux rumeurs, il y a une affaire extrêmement marquante, celle de Madame de Saint-Sulpice. Alors, Madame de Saint-Sulpice, c'est une veuve qui avait apparemment été un peu galante à une époque, mais qui après s'est tournée vers la piété, mais qui était en souper avec deux princes du sang, dont le comte de Charolais, qui justement était ce fameux personnage donc, qui justement était perçu comme qui a justement commis un délit sexuel. Donc le comte de Charolais était là, et donc elle était présente à cette soirée. Elle s'est adossée à la cheminée, elle avait une grande robe, et cette robe, eh bien, elle prend feu. Donc, elle prend feu, on est obligé même de se mettre sur elle pour éteindre le feu. Elle est brûlée, mais bon, elle s'en sort. Donc voilà, fait divers, qui paraît, donc c'est un accident, voilà, rien de choquant. Mais une rumeur commence à courir, disant qu'elle était ivre, que les deux princes l'ont emportée dans le carrosse, qu'ils ont soulevé son jupon, qu'ils l'ont rempli l'entrejambe de poudre à canon, qu'ils ont allumé et que ça a fait exploser l'entrejambe. Et donc, elle a été grièvement blessée et qu'elle s'en est sortie, on ne sait pas trop comment. Alors, les chroniqueurs du temps
savent que c'est faux. Mais ils disent, mais dans une situation pareille, se mettre dans une situation pareille, franchement, une rumeur comme ça, elle l'a bien cherché. Voilà. Une femme n'a pas à faire ça, elle l'a bien cherché. Donc, ça a une résonance assez contemporaine aussi. Donc, on a ces rumeurs, c'est que parfois, ces rumeurs-là, justement, paraissent énormes. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Mais ça a alimenté déjà un certain imaginaire, puisque, quand bien même, l'accident a eu lieu auprès de nobles réputés pour leur débauche, donc déjà, ça, c'est un mal. En plus, on avait les rumeurs autour des soupers du régent qui auraient fini en orgie, alors que le régent, certes, il avait des maîtresses, mais ces descriptions d'orgie tiennent pour essentiellement, même surtout, de la légende urbaine. Alors, il faut savoir aussi quand même que le régent était un grand travailleur, c'est-à-dire qu'il se délassait, c'est-à-dire qu'il se vautrait dans certains plaisirs, plus ou moins, on va dire, plus ou moins, on va dire relâché, voilà, plus ou moins chaud, après avoir fait son travail. Donc, mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça, ce mélange d'énorme travail et puis après de relâchement qui va un peu loin, eh bien, ça a pu favoriser aussi son apoplexie à 49 ans. Donc, voilà, c'est quand même, il faut le garder à l'esprit. Mais donc, la noblesse laisse une image de décadence, même dans la littérature. Je prends le cas de Manon Lescaut, le chevalier des Grieux. C'est vraiment le déclin, la perdition d'un jeune noble qui se prend d'amour pour une femme qui est justement considérée comme le vice. Et même Montesquieu évoque ce roman en disant que, en fait, ça raconte l'histoire d'une catin. Donc, on a énormément d'images, de dévoiement, de décadence. Et puis, je parlais justement de cette minoration du service de l'État. Alors, on voit qu'il y a un esprit de service, mais pas à tout prix. Alors, j'ai pu l'observer avec un personnage que j'étudie même encore actuellement, Antoine Rigobert de Maupenou de la Chapotte. C'est un petit gentilhomme rémois qui entretenait une correspondance avec sa maîtresse et qui a participé à la guerre de 7 ans. Il a été notamment à la bataille de Crefeld. Terrible défaite en 1758. Et à un moment, il y a des cavaliers qui passent et il se dit « Je n'ai pensé qu'à ma maîtresse, qu'à mon amour. » Et elle-même lui répond « Même si on a une paix honteuse, ce n'est pas grave pourvu que vous reveniez entier. » Donc, finalement, même on espère une paix honteuse pourvu que finalement l'amour triomphe. Donc, il n'y a plus... Donc, l'esprit de sacrifice, là, est très relatif puisqu'on a une conscience de soi. La conscience de soi s'est développée. Et donc, il y a une sensibilité qui est touchante, mais qui finalement est en contradiction avec certains idéaux du service de l'État qui avaient été valorisés au XVIIe siècle. Notamment, c'est ce fameux idéal de service qui avait été décrit par mon directeur de thèse, Hervé Drévillon, dans L'impôt du sang, justement sur cet esprit de service, même avec des personnages comme le maréchal de Catinat, qui était resté célibataire, donc qui était réputé ne pas être sensible aux passions. Et donc là, on a la passion qui prend le dessus sur le service de l'État. Aussi, on a des actions inconsidérées où on compromet le service de l'État. Je vous ai parlé du comte de Belle-Île devenu maréchal-duc de Belle-Île, et il a un frère, le chevalier de Belle-Île. Le chevalier de Belle-Île ne rêve que d'une chose, d'être maréchal de France comme son frère. Bon. Il a un commandement, donc au niveau des Alpes, en 1747, et il a en vue le fort d'Exil. Le fort d'Exil, c'est un petit fortin qui fait la frontière à l'époque avec le Dauphiné, entre le Dauphiné et justement le duché, donc le Piémont-Sardaigne, voilà, donc tout ce qui est côté Piémont-Sardaigne, et donc il veut faire une manœuvre, il se dit je vais faire un coup d'éclat et j'aurai mon bâton de maréchal. Alors c'est la bataille de l'Assiette en juillet 1747. Pour donner une description, on a
les Français ici, on est en montagne, il y a une énorme pente, il y a les Piémontais qui sont là, qui ont mis des palissades en bois, des rochers à balancer pour faire reculer, et en plus, ils peuvent tirer tranquillement derrière leurs palissades vers les Français qui sont obligés d'escalader. Alors, parce que les Piémontais avaient compris qu'il y avait un mouvement, donc ils se sont positionnés, ils sont bien fortifiés, ils sont bien renforcés. Mais ils lancent l'attaque quand même. Il y a des officiers généraux qui meurent dès les premières minutes. Le chevalier de Belle-Île, pour encourager les troupes, va vers les retranchements piémontais. Il veut arracher les palissades avec ses mains. Il a une main invalide, il essaie avec la deuxième. On raconte même qu'il a essayé avec ses dents et il se prend une balle dans la tête. Bon. Alors, ceux qui restent de l'armée font une retraite en bon ordre. Et alors, les Piémontais ne les poursuivent pas, parce qu'ils ont pensé que c'était une manœuvre de diversion et qu'il y aurait une vraie bataille. Parce qu'ils se sont dit, c'est tellement inconsidéré que ça ne pouvait pas être la vraie attaque. Ce n'était pas possible. Donc, pas de poursuite, rien. Et en vérité, c'était la seule attaque. Alors, beaucoup ont loué l'héroïsme, le sacrifice du chevalier de Belle-Île. Mais après, on s'est dit, quand même, il nous a fait 3000 morts en 3 heures environ. En quelques heures, 3000 morts. Et... 3000 morts et blessés. Et finalement, il a failli compromettre la situation de l'armée. Si les Piémontais avaient poursuivi, il y aurait peut-être eu une invasion du Dauphiné. Et donc, tout ça pour vouloir l'office de maréchal de France. Donc, c'est l'intérêt personnel qui a prévalu sur des considérations raisonnables. Donc, là aussi, beaucoup de critiques. Mais aussi, finalement, la guerre de 7 ans va encore plus loin là-dedans. C'est qu'on a des bisbilles entre généraux et on accuse même certains de vouloir la perte de l'autre pour prendre sa place et mieux avancer. Donc, on a une image d'un commandement qui est complètement gangréné par des dissensions, par la quête des honneurs, y compris auprès même du côté de personnages qui sont pourtant considérés comme des légendes du tiers-état à tort, comme Chevert. Chevert, dont on voit le médaillon à Saint-Eustache, eh bien, Chevert n'était pas roturier comme on l'a souvent lu. C'était d'une très petite noblesse, j'ai trouvé le nom dans les registres d'Hozier, les registres de la noblesse, très très petite noblesse, très courte, cette fameuse zone grise. Mais donc, il a commencé bas, certes. Il était lieutenant général des armées du roi. Et en 1758, après Crefeld, en gros, on laisse entendre que celui qui finalement remportera un succès ou gérera le mieux la situation sera maréchal de France. Alors Chevert veut avoir sa victoire. Il fait une bataille inconsidérée en août 1758 avec beaucoup de pertes. Et donc, les mémorialistes disent c'est là qu'il a perdu sa chance. Alors que Contade, le marquis de Contade, a juste fait des positions de défense qui ont été satisfaisantes et il est devenu maréchal de France. Chevert a manqué sa chance. Mais donc, on a tendance à jouer son va-tout pour avoir des promotions. Alors là, on rompt avec cette maîtrise Louis XIVienne qui avait été instaurée, où justement on voulait des chefs de guerre qui quand même étaient raisonnables. Ça, c'est surtout après 1675, mais on cherchait à rationaliser. Au XVIIIe siècle, donc là, on veut vraiment monter, quitte à prendre des risques parfois qui sont au-delà de la raison. Donc on a quand même une image assez négative donc de ceux qui sont à l'armée, de ceux qui finalement sont oisifs, et au final, on a après une mutation même vers l'image d'une noblesse despotique. Alors comment ça se produit-il ? Avec les crises parlementaires. Alors les parlements ont toujours voulu jouer un rôle dans le gouvernement du royaume. C'est un grand classique. Mais avec la guerre, on a le développement de beaucoup d'impôts, les fameux 20e. Et on les prolonge, et on promettait qu'à la fin, à la signature de la paix, eh bien, ce serait fini. Sauf que signature de la paix et prolongation du 20e. Donc, crise
crise majeure auprès de parlements qui refusent d'enregistrer de tels édits. On envoie des nobles, donc qui sont des lieutenants généraux de province, et donc membres de la noblesse et proches de la cour, pour faire enregistrer de force ces édits. Et là, c'est tellement monté avec des décrets de prise de corps, donc d'arrestation, avec justement des montées majeures de lutte entre le pouvoir monarchique et les parlements, que, bon, le roi recule, quitte à sacrifier le prestige de ceux qu'il a envoyés. Il y en a même un, le marquis du Ménil, dont j'ai terminé récemment la biographie, qui est mort de chagrin. Et, enfin, on dit de chagrin, mais en fait, il est tombé malade et apparemment, c'est-à-dire que le fait d'être désavoué a été le dernier clou pour le cercueil. Et donc, on a finalement l'image d'une noblesse au service du roi qui cherche à imposer de force, même quitte à employer la force armée, donc qui cherche à imposer donc l'enregistrement des édits, et c'est perçu donc comme des vecteurs de despotisme, ce qui aggrave encore plus la crise, d'autant plus que finalement, on a des crises parlementaires récurrentes à partir des années 1760 jusqu'à la veille de la Révolution. Même cette image du despotisme vient facilement avec la figure du roi qui justement paraît ne pas faire son devoir. Déjà, Louis XV n'est pas vraiment un roi de guerre. Certes, il apparaît à l'armée entre 1744 et 1747, mais ce n'est pas, disons qu'il n'a aucune part dans les combats, et surtout, donc, il s'éclipse après. Donc, ce n'est pas quelque chose de très marquant, finalement. Certes, il y a eu Fontenoy où il était présent, où il a montré une certaine dignité, mais pour le reste, ce n'était pas aussi marquant. Et puis après, durant la guerre de 7 ans, il est totalement absent. Alors que même des témoins comme le marquis de Valfond, qui a combattu durant la guerre de 7 ans, dit qu'on aurait bien aimé avoir un roi à la tête de nos armées. Ça aurait galvanisé les troupes. Donc là, on a un roi qui commence à être invisible, mais ça, c'est aussi lié au personnage de Louis XV. Certes, il était grand, 1m85, massif, musclé, mais déjà, il a été marqué par le fait d'être un orphelin, d'être aussi un enfant gâté, et en même temps, il avait un gros souci, il avait une voix cassée, sourde, qui ne porte pas. Donc vous avez un colosse avec une voix faiblarde. Donc il se fait représenter au Parlement par un secrétaire d'État, par quelqu'un d'autre. Donc le roi est invisible même auprès de son Parlement. Ça affaiblit l'image de la monarchie, puisqu'on ne le voit pas. En plus, il développe une vie privée, c'est-à-dire qu'il a ses appartements, c'est lui qui sert le café à ses filles, donc il a une vie, il a instauré une vie privée, et ce n'est pas un pouvoir en représentation totale comme Louis XIV, où finalement il est tout le temps en représentation. Louis XV, ce n'est pas le cas. Et même c'est quelqu'un qui n'est pas très liant, qui est en plus cynique. Une anecdote qui est racontée par Dufort de Cheverny, à son lever, un courtisan meurt soudainement d'une apoplexie et la perruque roule par terre, sur le parquet. Le roi ne dit rien. Il se met à son bureau, il appelle le ministre d'Argenson et dit « La perruque de monsieur Untel nous a quittés. » Voilà. Donc d'un cynisme total, d'une grande intelligence, mais d'un cynisme total et d'une grande timidité, ce qui fait que plusieurs fois, il a des idées que plus tard, on juge bonnes, mais il ne les a pas dites parce qu'il a peur qu'on juge ça. Alors qu'au moment où, justement, il prend une décision majeure grâce au chancelier Maupoux, donc c'est-à-dire cette réforme où les parlements sont remplacés quasiment par des juges fonctionnaires, eh bien, on l'accuse de despotisme. Parce que Louis XV, il a été globalement ménagé avant. On le voit même dans les journaux clandestins d'époque. On a encore une image positive, peut être mal conseillée, mais on a encore une image positive. Mais le coup d'État de Maupoux développe l'image du despote. D'autant plus que Louis XV est réputé pour ses mœurs dissolues. Il désacralise même l'image du roi, puisqu'il ne touche plus les écrouelles en disant « je suis un trop grand pécheur pour le faire ». En plus,
il y a beaucoup de rumeurs qui courent autour de lui. Cette histoire du parc Auxerre, qui a été beaucoup exagérée. Il faut savoir qu'au parc Auxerre, s'il y a eu des maîtresses, il n'y en a aucune qui était mineure. Voilà. Donc, on a donc finalement des images qui ont été vraiment aggravées, noircies. Alors, ça a été facile avec Madame du Barry, puisque Madame du Barry était une ancienne courtisane. Bon, Madame de Pompadour avait fait des actions culturelles, pour l'encyclopédie notamment, mais elle n'était pas issue de la noblesse, alors que Louis XIV a toujours choisi des favorites au sein de la noblesse. Là, le roi, ça devient vulgaire, c'est que non seulement il se tourne vers des bourgeoises, en plus même une bourgeoise qui devient surtout une amie, une confidente. Mais après, quand il y a Madame du Barry, on dirait presque qu'on l'a récupéré du bordel, dirait-on. Donc l'image du roi est dégradante, elle est dégradée surtout. Alors Louis XV ne donne pas la bonne image, et donc la réforme Maupeou le montre comme un despote, en plus un despote type oriental, donc avec son harem. On voit bien l'image donc d'oisiveté. Le roi oisif, indolent, parce que Louis XV était même réputé indolent, on dit que même il s'ennuyait beaucoup. Donc oisif, indolent, plongé dans les vices, et qui justement laisse gouverner d'autres, donc il délègue, et notamment que cette réforme menée par Maupeou, donc qui est perçue comme un sommet de despotisme. Alors, forcément, Louis XVI est perçu au départ comme le retour à un ordre ancien, mais alors un ordre ancien qui finalement donne plus de pouvoir au Parlement, qui faisait blocage au pouvoir royal. Donc, en fin de compte, c'était un petit peu, c'était aggraver la position de l'autorité royale. Mais au même moment, c'est que le roi, il paraît donner le mauvais exemple. Mais il était protégé au début dans les écrits. Mais là, le XVIIIe siècle, c'est le moment où la République des lettres, elle s'ouvre. Et même dans des écrits qui d'abord sont tolérés, ont privilège du roi, ou sont publiés avec une autorisation tacite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de privilège du roi, mais on autorise. Et là, on a beaucoup de critiques qui se font, même auprès de grands héros parmi la noblesse. Et c'est un noble qui fait la critique. Le chevalier de Folard, célèbre tacticien, qui a justement été bien présenté dans un ouvrage par mon grand ami Jean Chagnon, qui nous a quittés cette année. Et donc Folard fait des annotations dans une traduction des histoires de Polybe. Donc là, on revient encore à Polybe. Et Polybe, justement, c'est l'occasion pour Folard de faire des notes, mais qui sont des notes militaires, où il prend beaucoup d'exemples des guerres de Louis XIV. Et là, on voit qu'il émet des critiques sur des personnages encore en vie, des généraux encore en vie. D'habitude, on critique après la mort. Mais lui, les personnages étaient encore en vie. Donc, pour la bataille d'Almanza, il dit que le maréchal de Berwick allait perdre, et que c'est justement le marquis d'Avaray qui a permis la victoire, et qu'il a été occulté, donc il lui rend justice. Que Villars, la manœuvre de Denain, c'est un conseiller au Parlement de Flandre qui avait suggéré la manœuvre, et donc c'est lui qui le révèle. Donc d'abord, ça fait rire, mais après, on commence à voir que il est sans filtre, alors que même un ouvrage, justement, je prends le cas d'un ouvrage officiel comme l'histoire militaire du règne de Louis le Grand, du marquis de Quincy, qui est fondé même sur des correspondances, notamment les lettres envoyées par son frère, le chevalier de Quincy, célèbre mémorialiste. Et donc, il a composé son histoire, mais il a censuré les passages qui pouvaient être critiques. Donc, quand on compare, j'avais trouvé une lettre du chevalier de Quincy à son frère, on voit bien la différence, où là, le marquis a sucré des passages pour ne pas fâcher. Alors que Folard, il est sans filtre. Donc d'abord, on trouve ça drôle, après on commence à rire jaune, et le 6e volume est dépourvu de notes, et lui-même le dit dans une préface, « On m'a demandé de me taire ». En gros, il dit « On m'a demandé de me taire, donc pas de notes ». Donc on voit quand même que c'est un noble qui commence à justement altérer même l'héroïsme fondateur de membres de la noblesse. Donc là, c'est un petit peu critique. Et puis, on commence à développer dans les écrits des figures
de gloire militaire, de bravoure, dans le tiers état. Alors, on a 2 exemples célèbres. L'un sur un grenadier qui, au siège de Lille de 1708, va faire des reconnaissances pour le maréchal de Boufflers qui défend la place. Alors, donc les observations avaient été tentées par d'autres qui sont morts, donc lui, il revient sain et sauf. Boufflers donne bourse, il dit « Ah non, moi, je fais ça, c'est normal, c'est pour le service de l'État. » En gros, c'est ce qu'il dit. Mais cette anecdote date de 1775, donc 67 ans après les faits. Donc, si ça se trouve, cette histoire a été bricolée, mais c'est ce qui donne... On développait des figures du tiers-état. Alors, on en récupère quelques-unes, quitte à faire certains détournements, comme Chevert, que j'ai évoqué précédemment, mais aussi, on a d'autres critiques où on relativise le rôle exclusif de la noblesse. À Fontenoy, on dit que ce sont des canons, des pièces de canon retrouvées par hasard qui ont permis de changer le cours de la bataille, et que ce serait le duc de Richelieu qui l'aurait dit au maréchal de Saxe. Mais après, à la fin du XVIIIe siècle, on dit « Ah, mais c'est l'artilleur Cesval qui le dit au duc de Richelieu, qui le dit au maréchal de Saxe. » Donc à la base, c'est un sans-grade qui le dit. Donc, ce n'est pas un membre de la haute noblesse. Donc il faut arrêter de se focaliser sur la haute noblesse. Donc louons l'artilleur Cesval. Mieux encore, la fameuse bataille de Klosterkamp avec le chevalier d'Assas qui crie « À moi Auvergne ». On commence à dire, mais il y a le sergent Dubois aussi qui a crié. Et le sergent Dubois qui a crié, il n'était pas noble. Donc, il faut remettre en valeur, c'est que le mérite militaire, la gloire militaire n'est pas l'apanage de la noblesse. Donc, il y a des fondements qui commencent à s'effriter à ce niveau. Mais alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a un moment de crise dans la décennie 1780. On avait beaucoup débattu sur les questions de noblesse de différents nobles qui finalement ne tiennent pas financièrement, qui sont obligés d'abandonner le service et qui ont envie de se tourner vers le commerce. Mais donc il y a des débats, faut-il autoriser une noblesse commerçante ou pas? Ou faut-il laisser une noblesse militaire quitte à ce qu'elle se ruine? Mais donc ce débat se poursuit, donc on a quand même des membres de la haute noblesse ou même des nobles provinciaux par moment qui en fait sollicitent un homme de paille pour investir dans des mines, dans la proto-industrie. Donc, ils le font, on va dire, de manière masquée. Mais ce n'est pas très, très important. Et en revanche, on a un souci, on a un rejet des anoblis. Parce que la plupart, en fait, c'est le système habituel. On est un bourgeois, on a de l'argent, on achète une charge au sein du Parlement de Paris. Et après, on devient noble à une ou 2 générations suivantes. Et après, le but, c'est de passer vers la noblesse d'épée. Voilà le système. Beaucoup l'ont fait. On a Catinat qui, justement, était d'une famille d'avocats. Lui-même a été avocat, puis il est entré lieutenant aux gardes, puis il a fini maréchal de France. On a même le cas avec la charge financière de trésorier des finances, la Savonnette à Vilain, avec les Bazin de Beson, noble en 1612, et moins d'un siècle après, le petit-fils devient maréchal de France. Donc là, on a des ascensions. Saint-Simon fulmine, même en voyant le cas de Villars, qui vient aux fêtes de la gloire avec une famille noble depuis 1586. Donc, il y a vraiment on va dire un rejet de ceux qui font des ascensions comme ça en étant anoblis récemment, ou alors même qui achètent ces charges d'anoblissement, parce qu'on dit finalement, c'est pas le mérite, c'est l'argent qui permet ça. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir le fameux édit de Ségur, en fait, qui est une ordonnance en 1781, qui impose, pour devenir officier, 4 degrés de noblesse. Donc, 4 degrés, donc premier degré, la personne, deuxième degré, le père, troisième, le grand-père, quatrième, l'arrière-grand-père. Donc là, on peut vraiment remonter à un siècle, voire parfois un siècle et demi. Ce qui repousse les perspectives. C'est pour ça que même Michelet avait dit Faber et Catinat n'auraient jamais été maréchaux de France. En gros, ils n'auraient jamais pu monter. C'est ce qu'il dit dans son histoire de la Révolution française. Donc là, c'est un vrai barrage envers les anoblis. Donc là, ça crée justement un plafond de verre qui pousse. Donc il y a une pression et c'est ce qui établit un blocage social qui est le prélude aux grandes crises, guerres civiles ou révolutions. C'est là que ce qui est considéré comme une élite, finalement, pose les germes d'un craquage. Alors, au même moment, nous avons quand même
les jeunes membres de la noblesse de cour qui, eux, voient, après la guerre de 7 ans, qu'il ne se passe rien. Ils s'ennuient. Et c'est là qu'ils partent en Amérique. Donc, ils participent à la guerre d'indépendance. Alors, ils ne sont pas gagnés par les idées nouvelles au départ. C'est en fait un réflexe digne du XVIIe siècle. Quand il n'y a pas de guerre en France, on part à l'aventure. Au XVIIe siècle, on a beaucoup d'officiers, de nobles qui se sont formés à l'école du roi de Suède pendant la guerre de 30 ans ou d'autres généraux à l'étranger, mais parce qu'ils partaient à l'aventure. Là, ils partaient à l'aventure en Amérique. Ils sont mus par un esprit d'aventure. Puis après, ils commencent à voir des principes nouveaux en Amérique, avec certains équilibres. En fait, ils cherchent la vertu. Ils ont une quête de vertu. Et c'est comme ça qu'il faut voir finalement cette noblesse qui accepte l'abolition des privilèges en 1789. C'est qu'en se défaisant, en se séparant de ses privilèges, eh bien, cette noblesse a envie de se régénérer, de repartir vers des fondements originaux, vers revenir aux racines. Donc des racines de mérite, de vertu, mais les processus révolutionnaires c'est pas contrôlable. C'est vraiment quelque chose qui ne se contrôle pas. Donc ça aboutit après finalement à l'abolition de la noblesse héréditaire, mais parce que finalement les membres du tiers-état avaient aussi du mérite. On avait des officiers, on avait ce qu'on appelait on avait des officiers qui parfois officiers de fortune. Alors les officiers de fortune, ça pouvait être soit des membres du tiers-état, des roturiers, soit de la toute petite noblesse, cette fameuse zone grise encore, j'y reviens. Et donc qui finalement a aussi du mérite. Donc, qu'ont-ils de plus ? Rien. Abolition. Et c'est là que vient un processus. Et c'est le processus final sur lequel je vais conclure. La noblesse héréditaire est abolie. Bon. La noblesse, elle est divisée. Il y a, pendant la Révolution, une sorte de purge, finalement. Là, il y a une partie qui émigre. Il y a une qui essaie de se maintenir, même en étant ci-devant noble. Mais pendant la période qu'on appelle souvent la terreur, entre 1793 et 1794, on commence à traquer même les ci-devant nobles. Alors, certains ont pu échapper totalement à cela. Bon. D'autres ont été bien entendu guillotinés. On en a même qui retournent un peu leur veste. Mon cher Maupenaud de la Chapotte, il se fait appeler citoyen Maupenaud, et après avoir même fait des écrits pour proposer une statue de Louis XVI et autres, là, il écrit « Les effroyables crimes des rois » en 1793. Mais il y a un moment, il est embêté puisqu'on parle, et pourtant c'est après Thermidor, on parle d'expulser de Paris même les ci-devant nobles. Alors, il est complètement impotent, il est vraiment... il est grabataire à ce moment-là et il demande à rester à Paris pour cette raison. Mais finalement, ce Maupenaud de la Chapotte, dont je n'ai toujours pas trouvé la date de décès, puisque c'est un personnage quand même assez obscur, eh bien, j'ai trouvé dans ses papiers, dans les archives privées, un texte de 1797. Alors, je n'ai pas pu déterminer s'il est de lui, mais c'est dans ses papiers, qui sont dans le fond d'Aru. Et il y a un opuscule qui s'appelle « Un ordre non équivoque donné par le général Bonaparte, particularité peu connue touchant ce héros, son laconisme et les avis d'une mère à son sujet ». Ça date de 1797. Donc, ça peut venir de lui. Maupenaud aurait eu 80 ans à ce moment-là. Donc, c'est possible. Et que lit-on dedans ? Alors, précisons d'abord, c'est que Maupenaud avait été formé à l'école de la Fère. Bonaparte avait été au régiment de la Fère. Et que trouve-t-on dedans ? L'évocation de Bonaparte, aimé de Dieu et sacré. Et c'est là la clé. Maupenaud appartenait donc à cette petite noblesse, même rémoise, donc de province, cette zone grise, qui finalement voulait s'élever, mais il n'a jamais dépassé le grade de lieutenant-colonel. Il a essayé d'être lieutenant de roi en province. Même, il a vivoté auprès de son protecteur, le comte de Périgord, l'oncle de Talleyrand, en étant même capitaine des gardes du gouverneur de Berry à Vierzon. Donc vraiment, il essaie tout ce qui est possible. Mais
finalement, il n'est pas monté. Donc, il a beaucoup de rancœur. Même, il dit dans un opuscule qu'il a fait carrière et n'a pas eu le mérite qu'il voulait. Et là, il a trouvé finalement la solution à son problème. Il a trouvé l'aboutissement de ses idéaux, c'est Bonaparte. Car, petite noblesse corse, une espèce de zone grise pauvre, donc obscure, et qui finalement devient le général en chef de l'armée d'Italie, qui en plus se permet le luxe de mener une campagne qui reprend un plan militaire fixé par le maréchal de Maillebois en 1746 et qu'on jugeait finalement inapplicable, puisque Maillebois avait dit « voilà le plan ». On attaque successivement les Piémontais, puis les Autrichiens, et on avance en Italie. C'est un peu ça le principe. Et donc pour prendre en ciseaux éventuellement donc les impériaux. C'était ça le plan de Maillebois qu'on a jugé finalement absurde. Bonaparte le reprend dans le dépôt de la guerre, et donc on a finalement un petit noble, donc à l'image de l'idéal de Maupinot, qui non seulement va devient le général victorieux et qui va finalement même imposer un traité de paix, celui de Campo Formio, qui est digne des meilleurs traités Louis XIViens, pour finalement réaliser un idéal d'une certaine noblesse. Car je rappelle que la révolution a un but, c'est le retour à l'ordre. C'est-à-dire qu'une révolution, c'est ça son objectif, le retour à l'ordre, et Bonaparte a finalement accompli tout cela. Je vous remercie. Avant de donner la parole à la salle, je tiens déjà à m'excuser auprès de notre invité pour mon léger retard. Elle le remercier de sa présence. Et je voulais... juste avant de vous donner la parole, après cette conférence on ne peut plus maîtriser, est-ce que vous avez une tranche d'Ancien Régime? Ah oui, non mais... quand Laurent prend quelqu'un sous son aile, c'est que Loisillon le mérite, vous l'avez vu. Mais c'était aussi pour... Je dis sincèrement, ce type de jeunes historiens, dans leur manière de travailler, n'a pas de prix. Pour une raison, c'est que nous avons fait un séminaire qui n'est pas encore totalement terminé sur la Révolution. Il a été commencé par Jean-Clément Martin, puis par Marcel Gaucher sur la figure de Robespierre, là sur les causes de la décadence de l'élite de l'Ancien Régime. J'espère que Jean-Clément Martin reviendra sur le mythe de la terreur. Il y a à la fois la nécessité d'enterrer définitivement le débat sur 1789, parce que moi qui ai une légère expérience étrangère, aucun pays ne se bat sur sa mémoire longue comme nous. Aucun. La Russie ne se bat pas à l'heure actuelle, pourtant sur un bolchevisme beaucoup plus... Je peux dire par exemple, pour un autre pays où les legs du massacre sont encore bien plus récents, et un massacre d'une toute autre ampleur que ce qu'on accuse la Révolution. Comme certains d'entre vous le savent, je suis un peu lié à l'ancienne péninsule indo-chinoise, au Cambodge particulièrement. Je peux vous assurer que ça ne les travaille pas. Génocider au tiers, et ça ne les travaille pas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire litière, non du culte marxiste de la Révolution, mais d'un certain antitotalitarisme qui a noirci la Révolution et d'une certaine école libérale qui voulait noircir au maximum la Révolution pour pouvoir faire ce que François Furet appelait lui-même la République du Centre. Également, ce sujet qu'on avait, grâce à Fadi, intitulé de manière un peu provocante, était aussi destiné à vous faire comprendre quelque chose, c'est que si toutes les élites décadentes sont laides, toutes les décadences ne se ressemblent pas. La décadence romaine, la décadence de l'Ancien Régime, et la nôtre,
qu'à mon avis certains portraits ont dû vous renvoyer en miroir, même s'il est vrai, et je terminerai là-dessus, que le terme de marquis poudré, ce n'est peut-être pas le terme de marquis, mais c'est le terme de poudré qui a beaucoup évolué. Et dans nos temps récents, et voilà, c'est donc sincèrement, toute cette nouvelle école historiographique est bien illustrée par cet ouvrage. Je ne peux que vous y renvoyer pour travailler. Parce que, particulièrement pour les plus jeunes, pour ne pas porter les legs d'une historiographie dépassée et surtout divisante, qui aujourd'hui encore fait que, je le vois dans les groupes de travail au sein de notre famille de pensée, vous avez encore des gens pour se déterrer les morts et se les jeter à la figure. Donc, essayons d'éviter les querelles mémorielles et laissons la place aux querelles historiques.